prend encore 2 ou 3 autres questions des collègues. Je vais essayer de combiner un certain nombre de réponses. Et je vais commencer par votre question autour de Cambridge Analytica. On pourrait dire c'est Donald Trump, sauf que en 2008 et en 2012, le candidat qui gagne, c'est Barack Obama. Lors des campagnes de 2008 et de 2012, le Parti démocrate et les instituts de sondage qui travaillent pour lui, tout à fait similaires à Cambridge Analytica, disposent sur la majorité des électeurs américains de plus de 100 données personnelles par électeur. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas de CNIL. Donc, que les partis politiques achètent auprès des chaînes de supermarchés, des églises, des distributeurs de câbles, des marchands par correspondance sur Internet, des données personnelles. Qu'on peut exploiter les registres électoraux publiquement, qu'on peut exploiter le registre des possesseurs d'armes. Et que donc, aujourd'hui, ça sert à la fois pour le découpage électoral, mais ça sert aussi pour les partis politiques lors des campagnes. Lorsque vous disposez, dans votre circonscription, monsieur le député, de jusqu'à 100 données personnelles sur chacun de vos électeurs. D'abord, vous allez faire des économies en termes de savoir si vous allez ou pas venir les voir. Ensuite, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du micro-ciblage, c'est-à-dire d'envoyer chez ces électeurs des gens qui leur ressemblent sociologiquement et qui vont partager avec eux un certain nombre de thématiques. Et donc, non, ce n'est pas spécifique à Donald Trump. Et en fait, Donald Trump a été beaucoup moins performant dans l'exploitation des données sur les électeurs qu'a pu l'être Barack Obama en 2008 et en 2012. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation? Je rappelle aussi que les États-Unis sont un pays dans lequel on a un bipartisme. C'est-à-dire que peu d'électeurs sont sur toutes les positions que Donald Trump adopte, mais vous n'avez pas le choix. C'est le Parti républicain ou le Parti démocrate. Jamais un tiers parti n'a fait autre chose que de gâcher une élection pour l'autre parti, mais un tiers candidat n'a jamais été élu. Donc, vous pouvez ne partager que 10% des valeurs du parti, mais détester tellement l'autre parti, et c'est le cas, par exemple, d'un certain nombre, justement, d'électeurs évangéliques, qui avaient pour seul objectif d'arriver à satisfaction sur les objectifs que j'ai décrits lors de ma présentation. Beaucoup d'autres questions ou d'autres thématiques du programme de Donald Trump leur étaient haïssables. Comme on dirait vulgairement, ils se sont assis dessus. Et ils ont voté Donald Trump, peut-être avec une pince sur le nez ou un bandeau, comme certains d'entre nous ont pu le faire en 2002. Mais l'idée, c'est que dans un système de bipartisme, vous n'avez pas toutes les palettes de rose ou de bleu ou de rouge. Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'il y aura une reconfiguration sociologique des élus? Tant qu'il n'y aura pas de réforme du système de financement des campagnes, non. Parce que, il faut le dire, par exemple au Sénat, en particulier dans les États peuplés, le ticket d'entrée pour une candidature au Sénat en Californie est quelque part entre 150 et 200 millions de dollars. Donc, alors, soit cet argent, vous l'avez à titre personnel, soit vous avez la capacité de le lever. Mais si vous avez la capacité de le lever, c'est que vous avez déjà un profil qui vous permet de dire, ben, donnez-moi tant, parce que j'ai de réelles chances
de l'emporter dans la sénatoriale de Californie. Ou dans donc, on a un système de financement des campagnes aujourd'hui qui est régulé ou dérégulé par quelque chose qui vient d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 1976, qui dit « money is speech ». L'argent, c'est du discours. Et dès le moment où vous plafonnez des dépenses de campagne, dans un pays dans lequel il n'y a pas de médias publics où vous pouvez avoir une campagne officielle, dès le moment où vous dites « monsieur le député, monsieur le candidat à l'élection présidentielle, madame la candidate à l'élection sénatoriale, vous ne pouvez pas dépenser plus de 20, 30, 50 millions de dollars. Vous êtes dans une violation de sa liberté d'expression. Puisque on ne peut pas faire campagne sur une boîte à savon sur la place centrale du village. La place centrale du village à Los Angeles, c'est la chaîne CBS, la chaîne NBC, les journaux, les sites internet sur lesquels vous achetez de l'espace publicitaire, et en plus un espace publicitaire que vous achetez très très cher, beaucoup plus cher qu'un annonceur ordinaire, que peut-être une compagnie aérienne ou un constructeur automobile. Donc le renouvellement passe beaucoup plus dans justement les élections locales. Dans les élections aux assemblées législatives des États, dans les élections pour les postes de juges fédérés, puisque, une fois de plus, 2/3 des juges fédérés sont élus. Ils passent par les municipalités, où là, effectivement, on a un renouvellement du personnel politique qui est en train de se faire, mais qui est en train de se faire, non pas tant parce que il y a une volonté de promotion de tel ou tel groupe et de dire on est trop blanc, trop masculin et trop vieux, mais parce que un parti qui n'est pas capable de rester en contact direct de ses électeurs et qui perd régulièrement des élections qu'il devrait gagner est un parti qui soit persiste et à ce moment-là disparaît, soit effectivement s'adapte. Et c'est ce qui est en train d'être le cas des démocrates, mais ils s'adaptent en quelque sorte par nécessité plus que par, je dirais, choix positif. Donc, vous-même et Monsieur Girardin, vous m'avez posé la question de America First et des conséquences d'America First. Je crois qu'il faut distinguer ce qui est du ressort du président, une fois de plus, en tant que chef de l'État, chef de la diplomatie et chef des armées, dans lequel pratiquement aucun contre-pouvoir ne s'exerce. Et donc, si America First, vous l'entendez comme une doctrine structurante de la politique étrangère, il n'y a aucune attente à avoir sur un changement après ces élections de mi-mandat. Il faut attendre les élections présidentielles de 2020 pour avoir ça. Mais en revanche, là où cette doctrine America First fera de véritables dégâts ou ne tiendra pas les promesses qui sont incluses dans la doctrine America First, parce que America First, en termes électoraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je promets à cet ouvrier qui a été licencié dans une aciérie de Pennsylvanie occidentale que son aciérie va rouvrir. Dans 2 ans, on verra si effectivement cette aciérie a rouvert ou pas. Donc là, il y aura un premier test. Mais en termes plus généraux, il y a America First, si c'est une doctrine de politique étrangère, il n'y a aucun contre-pouvoir qui permette actuellement de dire on va encadrer Trump. Et je suis je crois là, en l'occurrence, d'un saint pessimisme. Le seul véritable obstacle à la réalisation des rêves les plus fous de Donald Trump, c'est d'abord une méconnaissance d'un certain nombre de règles fondamentales qui font que, par exemple, il y a un certain nombre de projets de loi qui auraient dû aboutir sans une forme de mépris
de Donald Trump pour les procédures, pour la relation directe avec le Congrès et la connaissance des procédures du Congrès. Et puis ensuite, il y a ce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques américains ont appelé les adultes dans la pièce. Vous savez que le président actuel de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a décrit la Maison-Blanche comme une garderie, et le jour où Donald Trump a pris un certain nombre de décisions bizarres, on a dit la personne de garde n'était pas là ce jour-là. Donc, alors, c'est une plaisanterie, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important de regarder Jim Mattis, l'actuel secrétaire d'État à la Défense, comme étant un garde-fou de Donald Trump sur la politique étrangère et surtout la politique de défense, et puis un ou deux autres conseillers qui sont plutôt modérés. Voilà. Mais, Monsieur Girardin, je voudrais terminer simplement en vous disant que l'équilibre des pouvoirs, on a ce que beaucoup de constitutionnalistes français ont appelé un régime semi-présidentiel. Sauf que depuis la réforme constitutionnelle de 2000, on est dans un régime qui est clairement présidentiel, puisque l'idée même d'une cohabitation a été annihilée, en quelque sorte, par la réforme. En revanche, aux États-Unis, on est finalement dans un régime semi-présidentiel exclusivement en matière de politique étrangère. C'est-à-dire qu'effectivement, de politique intérieure, pardon. Quand on est sur la politique intérieure, quand on est sur l'immigration, quand on est sur la réforme des retraites, quand on est sur la protection sociale, la santé, là, effectivement, le Congrès a d'énormes pouvoirs. Mais si on est sur la politique étrangère et sur la politique de défense, la politique de sécurité, il n'y a pas de contre-pouvoir, donc on est dans un régime pleinement présidentiel. Merci beaucoup. J'ai une petite différence avec vous, monsieur le professeur. Je pense que comparaison n'est pas toujours raison. Et pour ma part, je ne comparerai pas la dernière élection américaine avec l'élection présidentielle française de 2002. Mais je ne veux pas ouvrir un débat sur la question. Et je ferme cette parenthèse. Sonia Crimi.